Démystifier la banque. Bienvenue dans ce 19e épisode de votre chaîne qui éclaire vos connaissances sur le monde bancaire. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour aborder un sujet capital qui représente une menace sérieuse pour notre société. Il s'agit du blanchiment d'argent. Je vais décrypter en détail les méthodes utilisées par les criminels, leurs conséquences et les efforts déployés pour combattre ce fléau. Pour commencer la définition, qu'est-ce que le blanchiment d'argent? C'est un processus qui permet à des criminels d'utiliser de l'argent gagné de manière illégale en le faisant passer pour de l'argent propre. En d'autres termes, c'est un ensemble de méthodes par lesquelles des fonds obtenus au travers d'activités criminelles, par exemple le trafic de drogue, le vol, la corruption ou la fraude, etc., sont transformés pour sembler légitimes. C'est une façon de nettoyer de l'argent sale pour qu'il puisse être utilisé sans éveiller les soupçons. Le blanchiment d'argent représente un danger considérable pour l'économie mondiale, car il facilite la criminalité organisée et compromet l'intégrité du système bancaire. Comment ça marche? Le blanchiment d'argent se déroule généralement en 3 étapes principales. Il y a le pré-lavage, qu'on appelle placement, ensuite le lavage, appelé empilement, et enfin l'essorage, qu'on appelle intégration. Je vais expliquer en détail ces 3 étapes. Premièrement, le placement. Je vais plus parler des fonds en cash obtenus par des activités criminelles. Conserver des billets, surtout lorsqu'il s'agit de grosses sommes d'argent, comporte certains risques. S'ils sont cachés dans des endroits physiques, ces billets peuvent être volés ou s'abîmer à cause de l'humidité, des intempéries, brûlés dans un incendie, etc. C'est ainsi que la première étape pour les criminels consiste à placer ou à introduire l'argent sale qui est en cash dans le système bancaire. Comme ils ne peuvent pas le faire tout d'un coup sans justificatif auprès de la banque, ils utilisent une technique appelée le schtroumpfage, qui consiste à fractionner de grosses sommes d'argent en montants plus petits pour éviter d'éveiller les soupçons des autorités financières. Ils injectent ainsi le cash malaki par petites sommes dans plusieurs comptes bancaires, souvent ouverts avec des fausses pièces d'identité. On appelle cela bank drop. Certaines de ces pièces d'identité sont obtenues frauduleusement au travers d'Internet. Par exemple, les criminels peuvent publier une fausse annonce en ligne, disons pour la location d'un logement, et demander à la personne intéressée de fournir par email une copie recto verso de cette pièce d'identité. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de bien vérifier la personne ou l'organisme qui vous demande votre pièce d'identité en ligne. En outre, il faut toujours barrer cette pièce d'identité avant de l'envoyer, avant d'envoyer une copie par email pour éviter qu'elle soit réutilisée frauduleusement. Les autres méthodes pour introduire le cash malaki dans le système financier incluent les achats de biens de valeur. Acheter des objets de valeur comme des immeubles, des voitures de collection, des bijoux ou des œuvres d'art permet de transformer de l'argent liquide en actifs. Prenons le cas de l'immobilier. Un criminel peut acheter un immeuble à un vendeur complice à un prix artificiellement bas et le reste est fourni en cash. Il y a aussi les fausses ventes aux enchères. Aujourd'hui, le marché de l'art contemporain mondial serait largement surévalué à cause du blanchiment d'argent. Il y a un exemple frappant où un tableau dont la valeur réelle était estimée à 15 000 $, mais qui s'était vendu à 185 000 $. Cette fausse surévaluation permet d'introduire de l'argent sale dans le circuit bancaire. Il y a aussi l'utilisation de certains business qui fonctionnent essentiellement avec du cash, comme les salons de coiffure, bars à ongles, certains restaurants, vente dans les marchés et les foires, les bars à chicha, etc. Donc, mais attention, je ne dis pas ici que tous ces types de commerces cités sont impliqués dans le blanchiment d'argent, mais que les criminels peuvent les utiliser avec des complices pour injecter du cash dans le système bancaire. Il y a également les jeux d'argent, comme les casinos, qui peuvent être utilisés pour blanchir de l'argent en plaçant des paris ou en achetant des jetons avec de l'argent illégal, puis en récupérant des gains légitimes. Cela peut se passer aussi avec les billets de loterie à gratter, où les criminels attendent les gagnants, par exemple, à la sortie des bars à tabac, pour leur proposer de racheter cash leur ticket gagnant avec une marge au-dessus. Ils peuvent ainsi justifier à leur banque que les fonds proviennent d'un gain au loto. Les criminels utilisent aussi les jeux en ligne, comme le célèbre jeu d'enfants Roblox, qui est une plateforme où les utilisateurs peuvent jouer avec d'autres joueurs à distance.
Dans Roblox, les joueurs utilisent une monnaie parallèle appelée Robux pour acheter des accessoires virtuels pour leurs avatars. Comme les Robux peuvent être achetés avec de l'argent réel, les criminels vont en acheter avec leur argent sale. Ils vont ensuite envoyer des Robux à plusieurs autres joueurs complices qui vont les reconvertir centralement en vraie monnaie. D'autres jeux en ligne pourraient aussi être utilisés, comme FIFA, le jeu de football, Minecraft, etc. Il faudrait ajouter que les crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, peuvent être aussi mal utilisées par les criminels pour blanchir de l'argent. Ces méthodes que j'ai citées font partie des diverses techniques utilisées par les criminels pour la première étape dans le processus du blanchiment d'argent, appelé placement. Ensuite vient la deuxième étape, qui correspond au lavage, qu'on appelle empilement. Les criminels ne laissent pas l'argent qu'ils ont placé sur leur compte dormir longtemps, car aujourd'hui, les banques utilisent des logiciels très puissants pouvant détecter des mouvements douteux. Du jour au lendemain, la banque peut investiguer un compte jugé suspect. L'empilement est donc cette deuxième phase du blanchiment d'argent au cours duquel les fonds placés dans la première étape sont déplacés à travers divers canaux financiers pour brouiller les pistes. Les criminels dissimulent l'origine des fonds par divers mécanismes. Nous avons les chaînes de virement, c'est-à-dire que les fonds sont transférés entre plusieurs comptes bancaires, souvent dans différents pays où les réglementations financières sont moins strictes, créant une chaîne de transactions qui rend chaque étape à la fois opaque et légitime. Par exemple, il y a eu un cas où un gang a fait passer des fonds à travers plus de 15 pays. À la tête de cette multitude de comptes bancaires, il y a ce qu'on appelle dans le langage des criminels des éleveurs qui vont encadrer des mules. Un éleveur, c'est un gestionnaire qui dirige et recrute plusieurs mules. Une mule, c'est tout simplement un exécutant qui transfère l'argent moyennant une rémunération. Un autre mécanisme est la création des sociétés écrans. Les criminels créent des sociétés fictives afin de permettre la circulation de l'argent à travers des transactions qui semblent légitimes, rendant la traçabilité difficile. Des sociétés écrans créées pour masquer l'identité des véritables propriétaires jouent un rôle crucial dans l'empilement. Elles peuvent être utilisées pour facturer des services fictifs, faux contrats, fausses factures, etc., permettant ainsi aux blanchisseurs de justifier l'origine des fonds. Cela peut également inclure des transactions entre différentes sociétés écrans entre elles pour créer une apparence de légitimité. Il y a aussi la vente des biens achetés pendant l'étape du placement. Les blanchisseurs peuvent vendre leurs biens achetés avec les fonds illicites tels que les propriétés immobilières, les voitures de luxe, etc. Okay. Une fois la provenance de l'argent dissimulé, vient la troisième étape, l'intégration. Celle-ci consiste à retirer ou à investir l'argent pour le rendre propre. La dernière étape consiste donc à réintroduire l'argent dans l'économie de manière à ce qu'il semble légal. Cela peut se faire par l'utilisation des entreprises, cette fois légitimes, pas des sociétés écrans. Les fonds blanchis peuvent être utilisés pour financer des vraies activités commerciales. En effet, l'argent peut être investi dans des compagnies légitimes, ce qui les rend encore plus difficiles à retracer. Il y a par exemple les investissements dans les clubs de football où circulent d'énormes sommes d'argent. Okay. L'intégration s'effectue également par le système de prêt adossé, c'est-à-dire que le criminel va déposer par exemple 5 millions de dollars dans une banque offshore dans un pays où les règles financières sont moins rigoureuses, comme des paradis bancaires. Il va demander à cette banque un crédit du même montant de 5 millions qu'il va utiliser pour ses dépenses. Lorsque les contrôleurs de son pays de résidence vont lui demander de justifier la source de son argent, il va simplement répondre avec justificatif qu'une banque étrangère lui a octroyé un crédit légitime. Okay. Maintenant, quel est l'impact sur la société? Le blanchiment d'argent a des conséquences profondes et variées sur notre société. Premièrement, la criminalité. En permettant aux criminels de réinvestir leurs gains, le blanchiment d'argent favorise la criminalité organisée. Cela peut conduire à une augmentation de la violence, du trafic de drogue et d'autres activités illégales. Confiance du public. Lorsque le blanchiment d'argent est répandu, la confiance du public dans le système financier peut diminuer. Cela peut entraîner une baisse des investissements et une instabilité économique. Les citoyens peuvent se sentir moins en sécurité dans leurs transactions financières. Donc c'est un impact au niveau de l'économie car il fausse les marchés et nuit à la concurrence.
Les entreprises légitimes peuvent être désavantagées par des concurrents qui utilisent des fonds blanchis pour vendre à des prix plus bas. Cela crée un environnement économique injuste. Maintenant, comment lutter contre le blanchiment d'argent? De nombreux pays ont mis en place des mesures adéquates. Premièrement, des réglementations financières. Les gouvernements ont introduit des lois strictes exigeant que les institutions financières surveillent et signalent les transactions suspectes. Cela inclut ce qu'on appelle KYC ou KYC en anglais, Know Your Customer. Les banques doivent vérifier l'identité de leurs clients et comprendre la nature de leurs activités. Les institutions financières sont de plus en plus vigilantes et mettent en place des systèmes de détection des activités suspectes. Et les technologies de détection, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes de détection avancés permet aux banques de repérer des schémas suspects dans les transactions. Reporting des transactions, les lois anti-blanchiment exigent que les banques signalent toutes les transactions dépassant un certain montant. Poursuites judiciaires, les blanchisseurs s'exposent à des poursuites judiciaires, des amendes conséquentes, ainsi que des peines de prison lourdes s'ils sont attrapés. Et aussi la coopération internationale, comme le blanchiment d'argent est un problème mondial, des organisations transnationales ont établi des normes internationales pour le combattre. Cela inclut la coopération entre pays pour partager des informations et des intelligences. On a Interpol, Europol, Afripol, etc. Un troisième moyen, c'est la sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer le public et les professionnels des risques associés au blanchiment d'argent. Cela inclut des formations pour les employés de banque et des entreprises sur la manière de reconnaître les transactions suspectes. En conclusion, le blanchiment d'argent est un phénomène complexe qui affecte profondément nos sociétés. Bien que des efforts significatifs soient déployés pour le combattre, la nature évolutive de la criminalité financière exige une vigilance constante. La coopération internationale, les réglementations strictes et l'éducation du public sont essentielles pour réduire l'impact du blanchiment d'argent sur nos économies et nos vies. En renforçant ces mesures, nous pouvons espérer construire un système financier plus transparent, plus robuste et plus juste. Merci d'avoir suivi cet épisode sur le blanchiment d'argent. J'espère de tout cœur que les informations partagées vous ont éclairé sur le sujet. Si vous avez apprécié, comme d'accoutumé, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Continuons à explorer et à comprendre le monde bancaire. Restons connectés ensemble. Démystifions la banque.